Bonjour, je suis le professeur Bouchali et je suis là pour vous enseigner la fièvre typhoïde et paratyphoïde, un cours destiné aux étudiants de 4e année médecine. Avant toute chose, il est important de connaître les objectifs qu'on doit atteindre aujourd'hui. D'abord, définir une fièvre typhoïde. Ensuite, identifier la situation épidémiologique en Algérie. Savoir décrire l'agent responsable de la maladie, les différents modes de transmission ainsi que les mécanismes physiopathologiques. Également savoir diagnostiquer et préciser les complications. Et enfin, décrire les moyens de prévention individuelle et collective. Qu'est-ce que la fièvre typhoïde? Il s'agit d'une maladie toxi-infectieuse due à une bactérie qu'on appelle Salmonella enterica. C'est la seule espèce pathogène pour l'homme d'ailleurs. Elle réalise une bactériémie à porte d'entrée digestive, à point de départ lymphatique. On le verra plus en détail plus tard dans le cours. Il s'agit d'une maladie qui fait partie de l'ensemble des maladies à transmission hydrique. Elle évolue selon un mode endémo-épidémique et enfin, elle fait partie des maladies à déclaration obligatoire. Qui est le coupable? Il s'agit, on l'a vu tout à l'heure, de Salmonella enterica. Il existe deux sérotypes, Salmonella typhi, appelé également bacille d'Hébert, c'est le plus grave. C'est lui qui sera à l'origine des manifestations cliniques assez graves. Et également Salmonella paratyphi A, B et C. Alors, les salmonelles appartiennent au genre Salmonella, à la famille des Enterobacteriaceae. En fait, ce sont des bacilles gram négatifs munis de flagelles qui leur permettent d'être mobiles. Alors, les flagelles correspondent à l'antigène H. La membrane externe, qui est lipopolysaccharidique, correspond à l'endotoxine et c'est l'antigène O. Et vous allez voir que la connaissance de ces antigènes est nécessaire pour la compréhension de la sérologie, puisque les antigènes vont déclencher la formation d'anticorps spécifiques, on le verra, et également l'antigène capsulaire VI, qui est commun à Salmonella typhi et paratyphi C. Celui-là est utilisé pour le vaccin polysaccharidique. Un peu d'historique, c'est Carl-Joseph Ebert, monsieur Carl-Joseph Ebert, qui a découvert le bacille le premier en 1880 et Georges Vidal a, lui, décrit la séroagglutination qui est à l'origine du sérodiagnostic. C'était également en 1896. On ne peut pas parler de fièvre typhoïde sans parler de la fameuse Mary typhoïde. Pourquoi? Parce que c'est la première porteuse saine de la maladie. Et là, vous comprenez que la fièvre typhoïde peut donner des formes asymptomatiques. Et les formes asymptomatiques, vous le savez, sont à l'origine de la dissémination de la bactérie. Alors, c'est un cas très connu. Pourquoi? Parce que elle était cuisinière à New York et elle avait infecté, alors qu'elle était porteuse asymptomatique, 53 personnes et à elle seule entraîné plusieurs décès. Bien sûr, une enquête a été donc à ce moment-là déclenchée et a donc conclu à la présence de Salmonella typhi dans les divers prélèvements qui étaient effectués, le sang, les selles, etc. Donc, elle a été arrêtée, elle a été isolée dans une île, sur une île pendant 4 ans. Elle avait ne plus exercer son activité de cuisinière, mais ne sachant faire que ça, elle a vite récidivé. Elle a exercé à nouveau son cuisinière dans un restaurant sous un nouveau pseudonyme de Mary Brown, et elle avait encore une seconde fois à l'origine de 25 cas de fièvre typhoïde et là aussi le rapprochement a été rapidement fait et elle a été surnommée Mary et elle a été donc envoyée
envoyée dans un hôpital pour y être isolée et soignée pendant 6 ans. Elle a fini par décéder en novembre 1938. Ça, c'est pour l'anecdote. Alors, sur le plan épidémiologique, en Algérie, la fièvre typhoïde est encore présente et elle sévit à l'état endémo-épidémique. Ça veut dire qu'elle est présente, elle sévit à l'état sporadique, mais avec quelques poussées épidémiques de temps en temps. La maladie est liée à la problématique persistante de l'accès de la population à une eau de qualité, et surtout en quantité suffisante. Et d'après le relevé épidémiologique mensuel de l'INSP Algérie en 2017, eh bien, le taux d'incidence de la maladie ne cesse d'augmenter. Il a légèrement augmenté, passant de 0,19 à 0,29 cas pour 100 000 habitants, atteignant surtout les wilayas d'El Tarf, de Bouch-Bouarerij et de Sétif. Dans le monde, la maladie sévit dans les pays en développement, ceux qui sont caractérisés par un faible niveau d'hygiène, notamment sur l'eau et l'alimentation. Il y a eu en 2000 déjà 21 millions de cas avec une létalité aux alentours de 1%, et la majorité des cas surviennent en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Vous avez ici une carte qui illustre bien les zones de forte endémie en rouge, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Amérique du Sud-Ouest. Et là, on voit bien que l'Algérie fait partie des zones de moyenne endémie, donc des zones qui sont caractérisées par une présence assez régulière de la maladie sur un fond endémique. Surviennent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des épidémies de temps à autre. Qui est le réservoir? C'est une maladie strictement humaine, donc le réservoir est strictement humain. Il s'agit soit d'un malade, donc symptomatique, soit d'un convalescent, donc d'un malade qui est guéri et qui est en phase de convalescence. Il peut également s'agir de porteurs asymptomatiques et il s'agit également de porteurs chroniques, parce que vous allez voir tout à l'heure que la fièvre typhoïde, après guérison, peut être caractérisée par la persistance des bactéries dans l'organisme. Alors, le réservoir excrète les salmonelles dans les matières fécales. Et donc, la transmission, elle est le plus souvent indirecte, caractérisée donc par l'ingestion d'eau contaminée. C'est pour ça qu'elle fait partie des maladies à transmission hydrique. L'ingestion également d'aliments qui sont lavés par l'eau souillée, les fruits de mer, les coquillages, les légumes, les fruits qui sont crus, qui sont donc lavés, qui sont lavés par cette eau et qui sont donc contaminés. Ça peut être également des aliments contaminés par un porteur de bactéries. Le rôle des mouches comme vecteur est possible. Il n'a pas été démontré de façon certaine, mais il est de plus en plus probable. La transmission directe, elle est plus rare que la transmission indirecte et elle se fait par les mains sales. Donc, c'est par le contact avec les selles infectées, via les mains, bien sûr, le linge souillé, etc. La transmission manu-portée. Elle fait partie d'ailleurs des maladies des mains sales. Les facteurs de risque, oui. Les personnes qui présentent une hypochloridrie gastrique, qui prennent des antiacides, sont plus susceptibles de contracter l'infection, vu que l'acidité gastrique généralement arrive à freiner une bonne partie des bactéries. Or, quand il y a une hypochloridrie, cette action diminue et donc le risque d'infection augmente. Pour une bonne compréhension de la clinique, il est intéressant de rappeler un peu la physiopathologie de la maladie. C'est une bactériémie à point de départ lymphatique. Alors, après absorption de boissons ou d'aliments qui sont contaminés, les bactéries vont franchir la muqueuse digestive et ensuite elles vont aller se multiplier. Donc, elles vont aller dans les ganglions mésentériques. Elles vont se multiplier, puis vont passer dans le sang. C'est la dissémination par voie lymphatique vers la circulation sanguine. Cette phase correspond à la phase d'invasion. Il y a bien entendu une immunité en réponse à cette infection, une
qui est principalement à médiation cellulaire et qui va entraîner une destruction de ces bactéries qui vont libérer leur endotoxine. Rappelez-vous, tout au début du cours, j'avais dit que la fièvre typhoïde est une maladie anti-infectieuse. Il va y avoir donc des signes cliniques en rapport avec la multiplication bactérienne et d'autres signes cliniques qui sont plus fréquents, qui vont faire, vous allez le voir, l'essentiel de la maladie, qui sont en rapport avec l'endotoxine libérée une fois que les bactéries ont été détruites, soit grâce à l'immunité, soit grâce, on va dire, à l'antibiothérapie. Alors là, vous avez le schéma qui résume un peu la physiopathologie. Donc, ingestion d'aliments, d'eau contaminés par les germes. Ils vont passer donc dans les intestins, les ganglions mésentériques, multiplication. Ils vont passer dans le sang pour donner cette bactériémie à point de départ lymphatique. Cette bactériémie, cette dissémination par le sang va conduire les bactéries dans différents organes. Tous les organes peuvent être atteints, mais il y aura des organes plus atteints que les autres. Vous avez les localisations osseuses, hépatiques, biliaires, etc. Mais vous avez également à côté de la fièvre et une augmentation de la taille de la rate, c'est-à-dire une splénomégalie. En même temps, bien sûr, les bactéries qui ont été détruites par le système immunitaire vont libérer donc les bactéries donc détruites vont libérer leur endotoxine et cette endotoxine va être à l'origine de signes neurologiques, de signes cardiaques et de signes digestifs. Donc les signes en rapport avec la libération endotoxine seront essentiellement neurologiques, cardiaques, digestifs. On les verra plus en détail dans le chapitre clinique. Et ça nous mène directement vers le chapitre clinique. On va étudier la forme commune, la forme classique. Il va y avoir une incubation silencieuse de 7 à 21 jours, suivie par la phase de début qu'on appelle la phase d'invasion, qui est également appelée le premier septénaire, qui est caractérisé par un début progressif. La fièvre la température va augmenter de façon très progressive. Il y aura une ascension de 1 degré du matin au soir, donc avec une baisse de 0,5 du soir au matin, de façon progressive. Ça va sur 4-7 jours, jusqu'à ce que la température atteigne enfin 40 degrés. C'est une fièvre, vous le voyez bien sur le schéma, en marche d'escalier. Et en fait, lorsqu'elle atteint 40 degrés, elle ne descend plus. Elle va réaliser ce qu'on appelle la fièvre en plateau. Et là, on n'est plus dans la phase d'invasion, on est dans la phase d'état. Ce qui est important à ce stade, c'est que le pouls ne s'accélère pas autant que ne le voudrait la température. Vous savez que le pouls augmente de 15 pulsations pour chaque degré de température, chaque degré de plus. Et donc là, on va remarquer que le pouls ne s'accélère pas. Et c'est ce qu'on appelle déjà la dissociation pouls-température, qui est très caractéristique de la fièvre typhoïde. La dissociation pouls-température est très caractéristique de la fièvre typhoïde. C'est vrai, on la voit dans d'autres maladies infectieuses, mais elle est très caractéristique également de la fièvre typhoïde. Alors, nous avons également à cette phase d'invasion un syndrome pseudo-grippal. Donc, le patient va se plaindre d'arthralgie, de myalgie, d'une toux sèche, de fatigue. Il y a également des troubles digestifs, un type de douleur abdominale et de constipation à ce stade. Des troubles neurologiques, le malade a des céphalées frontales persistantes. Il a une insomnie et on a un signe qui est très évocateur, l'épistaxis, qui est en général unique. Elle est très évocatrice également de la fièvre typhoïde. À l'examen physique, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. L'examen physique est pauvre à ce stade. Tout ce qu'on peut avoir, c'est un petit ballonnement abdominal, le malade est constipé, une fosse iliaque droite douloureuse, sensible et gargouillante, une splénomégalie discrète, elle apparaît vers le 5e jour. On a une langue chargée, on a rarement une angine qu'on appelle l'angine de Duguay. Elle est caractérisée par une ulcération unilatérale que l'on remarque donc sur le pilier antérieur donc du voile du palais. Et elle est rare, mais elle est également caractéristique de la fièvre typhoïde. L'auscultation pulmonaire va retrouver de petits râles fins bronchiques aux deux bases.
vous avez vu que finalement la phase de début il est un peu compliqué d'évoquer la fièvre typhoïde à ce stade s'il n'y a pas de notion épidémiologique parce que les signes cliniques ne sont pas spécifiques. Tout ce que l'on a, tout qu'il va falloir retenir, c'est que la fièvre typhoïde est caractérisée par une fièvre progressive qui est caractérisée par une dissociation pouls-température. Les autres signes vont aider peut-être au diagnostic. Vient ensuite la phase d'état. Et je vous ai expliqué, la phase d'état, elle est généralement atteinte au bout de 7 jours. C'est donc le deuxième septénaire qui est entamé. Et là, le tableau clinique devient évident. Pourquoi? Parce que la fièvre, elle est évidente, elle est en plateau à 40 degrés, elle ne baisse plus, elle ne descend plus. Et le pouls est franchement dissocié. Le malade est à 40 degrés de température, parfois plus, alors que le pouls n'excède pas généralement 100 pulsations par minute. Et là, on va commencer par avoir les signes cliniques en rapport avec l'imprégnation toxinique. Dans la fièvre typhoïde, les signes cliniques sont surtout les signes liés à la toxine. Bien sûr qu'il peut y avoir des signes en rapport avec l'infection, c'est-à-dire la multiplication bactérienne et l'apparition de localisations secondaires, mais c'est plutôt rare. Les signes que nous constatons, ce sont des signes en rapport avec l'imprégnation toxinique. Et là, on va avoir surtout 3 types de signes, des signes neurologiques, des signes digestifs, on verra aussi des signes cutanés. Alors, les signes neuropsychiques, le malade, il est obnubilé, il est somnolent, il est prostré, il est apathique, il ne contribue pas, il ne coopère pas au diagnostic, à l'interrogatoire plutôt. Il a plutôt tendance à dormir la journée et à souffrir d'une insomnie la nuit. On appelle ça le tuphos. Le tuphos peut s'accompagner d'un délire. En tout cas, il n'est pas agité du tout. Hein. C'est un délire qui est doux, qui est tranquille, avec des mouvements stéréotypés, des mouvements répétés que le malade a tendance à présenter. En tout cas, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que on est orienté vers le tuphos quand le patient présente cette somnolence, cette prostration et cette insomnie nocturne qui contraste avec l'hypersomnie diurne. À côté des signes neuropsychiques, existent des signes digestifs. Hein. La constipation est remplacée par une diarrhée caractéristique. Elle est classiquement jus de melon parce qu'elle a une couleur jaune ocre, accompagnée de douleurs abdominales. Il existe également des signes cutanéo-muqueux. Bon, les signes muqueux, on les a vus tout à l'heure, ils sont représentés par l'angine de Duguay. On a vu ça tout à l'heure. Et il y a à la phase d'état apparition de signes cutanés qui sont très caractéristiques également de la fièvre typhoïde. C'est ce qu'on appelle les taches rosées lenticulaires. C'est des petites macules, elles sont rosées, elles sont rondes, ovalaires. Elles sont toutes petites, de 2 à 3 mm de diamètre, qu'on retrouve le plus souvent au niveau des flancs et du thorax. Mais attention, elles sont constantes, elles sont fugaces, c'est-à-dire qu'elles peuvent apparaître et disparaître très rapidement. Elles sont difficiles à voir. Donc, il faut bien examiner le malade pour pouvoir les retrouver. Nous avons ici quelques photographies de ces taches rosées lenticulaires. Vous voyez comme il est difficile quand même de les voir. Donc, il faut vraiment faire un examen minutieux. Là aussi, c'est ces petites taches que l'on voit, je vous le disais tout à l'heure, notamment au niveau du thorax, toujours au niveau du thorax. Ça ressemble à des piqûres de moustiques, mais c'est ce qu'on appelle les taches rosées lenticulaires. Donc, des taches comme ça qui accompagnent une diarrhée et des signes neurologiques à type de tuphos rappellent rapidement la fièvre typhoïde. Alors, à l'examen physique, on a toujours cette fosse iliaque droite, sensible et gargouillante. Bien sûr, sur le plan anatomopathologique, elle est en rapport avec une adénite mésentérique. Et nous avons également une splénomégalie de type septicémique, c'est-à-dire de type A généralement, toute petite, molle, congestive et surtout indolore. Nous avons aussi chez le patient une langue sèche, chargée et des râles bronchiques fins aux 2 bases.
Alors, si on devait résumer un peu les symptômes de la fièvre typhoïde, en tout cas les symptômes et les signes cliniques qui nous permettent d'évoquer la fièvre typhoïde, à la phase d'invasion, rappelez-vous, c'est le caractère progressif de la fièvre qui monte en marche d'escalier et surtout la dissociation pouls-température. À la phase d'état, c'est surtout les signes neuropsychiques, donc les céphalées ainsi que le tuphos. Nous avons également les signes digestifs, notamment les douleurs abdominales et la diarrhée, jus de melon, ocre. Et nous avons également ces taches rosées lenticulaires qui sont très caractéristiques de la fièvre typhoïde. Alors, comment les choses évoluent? Sans traitement, l'évolution spontanée, alors on peut avoir une baisse de la température qui va se faire progressivement. La température apparaît progressivement et disparaît progressivement, avec le plus souvent de grandes oscillations thermiques. Mais attention, sans traitement, oui, il y a possibilité de guérison, mais la convalescence sera relativement longue et les complications seront fréquentes et des complications parfois très graves pouvant mener au décès. Sous traitement, en revanche, l'évolution est le plus souvent rapide et rapidement favorable, puisqu'on a une défervescence, donc une baisse de la température. Elle se produit entre les 2e et 7e jours après la mise en route du traitement. La pyrexie est obtenue vers le 7e, 8e jour, donc la pyrexie stable. Alors, oui, il y a guérison, il n'y a pas de complications puisque le patient a été mis sous traitement, mais il y a un risque, même sous traitement. Quel est ce risque? C'est qu'après guérison, le malade peut présenter un portage de salmonelle, d'accord, qui peut persister pendant plusieurs mois. Il peut aller jusqu'à 6 mois. Généralement, ce sont les patients qui ont une vésicule biliaire lithiasique. Finalement, c'est la lithiase qui va empêcher la bonne diffusion des antibiotiques et l'éradication du gîte microbien au niveau de la vésicule biliaire. Les rechutes également sont possibles. C'est-à-dire qu'après guérison, à cause justement de ce portage intestinal, la rechute est possible. Et on verra comment va-t-on reconnaître ce type de malade ou ce type de problème qui survient après guérison, à savoir le portage intestinal. Alors, récapitulons la forme clinique classique de la fièvre typhoïde. Il y a d'abord une phase d'incubation silencieuse, elle dure entre 15 et 21 jours, suivie par la phase d'invasion ou la phase de début qui est caractérisée par une fièvre progressive en marche d'escalier, et ce qui la caractérise surtout, c'est la dissociation pouls-température. Au 7e jour, la température a atteint 40 degrés et là, elle ne descendra plus, en tout cas pendant une semaine environ. Une température, donc, elle va atteindre 40 degrés. C'est la phase d'état. Et à la phase d'état, le diagnostic devient évident. Fièvre en plateau, 40 degrés généralement. Le pouls est toujours dissocié. Et nous avons les signes toxiniques à ce stade, à savoir l'état de tuphos, la diarrhée, les taches rosées lenticulaires. À l'examen, bien sûr, on va retrouver une splénomégalie de type septicémique. 7 jours environ après, la température va baisser. Et bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, si le patient a été mis sous antibiotiques, cette baisse de la température sera précoce, elle sera rapide, surtout si les antibiotiques sont bien adaptés. Et par contre, si le malade n'a pas été mis sous traitement, la température va baisser de la même manière, seulement il y a risque de complications et de rechute. Voilà donc pour ce qui est finalement de la synthèse de la forme clinique classique de la fièvre typhoïde. Les complications, on en a parlé tout à l'heure. D'abord, il faut savoir qu'elles peuvent entraîner une mortalité relativement élevée, hein, c'est 10 à 50%. Mais quels sont les patients qui vont présenter des complications, qui seront susceptibles de présenter des complications? Ce sont les patients qui présentent les facteurs de risque à type 2, retard thérapeutique.
retard diagnostique et retard thérapeutique, bien sûr. Le type d'antibiotique, si l'antibiotique n'est pas adapté, alors bien sûr, il y a également un risque de survenue de complications. La taille de l'inoculum, vous savez, plus la charge bactérienne est élevée et plus les complications vont survenir. Et enfin, quand le patient prend des antiacides qui vont, on l'a dit tout à l'heure, la fameuse hypochlorhydrie gastrique qui va donc présenter un risque d'infection et un risque surtout de complications. Alors, quelles sont les complications? Sachez que les complications apparaissent après 2 semaines d'évolution. Et les complications peuvent atteindre tous les organes. Parce que, attendez, nous sommes dans une bactériémie. Donc, à partir de ce moment-là, vous l'avez compris, il y a 2 types de complications. Il y a les complications qui sont dues à la bactériémie et aux localisations secondaires. Il y a des complications qui sont dues à la toxine. Mais c'est surtout celles-là qu'on va étudier parce que c'est celles-là qui sont les plus fréquentes. Les complications endotoxiniques en rapport avec la libération de toxines, d'endotoxines après la lyse des bactéries. Premièrement, les complications digestives. Alors, les complications digestives, c'est surtout des hémorragies. Et ces hémorragies peuvent être discrètes, occultes, qui ne sont pas extériorisées et qui sont révélées par une anémie progressive que l'on constate sur l'hémogramme que l'on pratique de façon bien sûr systématique. Elles peuvent être plus massives, extériorisées. Là, c'est un tableau bien sûr beaucoup plus grave. Deuxième complication digestive, les perforations intestinales. Et la perforation intestinale peut entraîner une péritonite. La péritonite peut être soit franche, dans un tableau chirurgical, d'abdomen chirurgical aigu, ou alors moins franche, discrète, asthénique. Pourquoi? Parce que le malade il est en plein typhos, il est somnolent, donc il ne va pas présenter, cet abdomen chirurgical, cet abdomen douloureux, il ne va pas se plaindre de douleurs importantes, et du coup le diagnostic deviendra plus difficile chez ce type de malade. Donc, complications digestives, on retiendra les hémorragies, qu'elles soient occultes ou qu'elles soient massives, les perforations intestinales, qu'elles soient franches ou qu'elles soient asthéniques. Alors, pour les perforations intestinales, 2 examens ont une grande valeur. C'est l'hémogramme qui va nous permettre de retrouver une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile et l'ASP qui va montrer, comme vous le constatez sur le cliché, un pneumopéritoine, donc c'est ce qu'on voit ici, un pneumopéritoine, donc ce croissant gazeux, clair, sous-diaphragmatique et qui est bien sûr le témoin d'une perforation intestinale. Bien sûr, ici, la sanction est chirurgicale. Il y a également, à côté des complications digestives, les complications cardiovasculaires. Et là, il est important de savoir que l'atteinte peut être cliniquement latente, avec des troubles uniquement constatés à l'ECG, donc c'est des formes purement électriques, ou alors patentes cliniquement. Il s'agira de la myocardite typhique, ça peut être une insuffisance cardiaque, ça peut être un choc cardiogénique. Il est clair que quand il y a une insuffisance cardiaque, ben ça c'est patent, le choc cardiogénique également, mais la myocardite, elle peut être soit patente, soit latente, silencieuse. Donc, il est important de réaliser devant toute fièvre typhoïde un ECG de manière systématique à la recherche de la myocardite électrique, de la myocardite silencieuse. À côté des complications cardiovasculaires, existent également des complications neurologiques. Et là, nous avons l'encéphalite, surtout la cérébellite, de loin la plus fréquente, surtout en Algérie. Et puis, vous avez également les méningites qui sont exceptionnelles. Donc, les complications neurologiques sont surtout dominées par la cérébellite. Les autres complications sont beaucoup plus rares. Ce sont, à côté des localisations qu'on vient de voir, vous l'avez compris, ce sont les complications liées à l'endotoxine. Les complications qu'on va voir tout de suite, ce sont les complications liées aux localisations viscérales secondaires à la bactériémie. Elles sont plus rares. Donc, ça peut être soit une cholécystite, surtout sur la vésicule lithiasique. Ça peut être une localisation au niveau de l'os, au niveau des articulations. Ça peut être des abcès au niveau du foie, au niveau de la rate.
toutes les localisations sont possibles. Pour résumer un peu les complications de la fièvre typhoïde, nous retiendrons que ce sont surtout les complications toxiniques qui sont les plus fréquentes. Et les complications les plus fréquentes sont le neurologique, donc les complications neurologiques, les complications cardiovasculaires et les complications digestives. Dans les complications, rappelez-vous, neurologiques, elles sont dominées par l'encéphalite, notamment la cérébellite. Les complications cardiovasculaires sont dominées par la myocardite qui peut être soit patente, soit latente, et je vous l'ai dit, un ECG systématique à la recherche de cette myocardite qui peut être purement électrique. Et les complications digestives sont dominées par les hémorragies digestives qui peuvent également être donc massives ou occultes, et également par les perforations intestinales qui peuvent être soit franches, sténiques, réalisant un véritable abdomen chirurgical aigu, ou au contraire asthéniques parce qu'elles vont survenir chez un patient asthénique qui présente un typhos important, qui n'arrive même pas à se plaindre de ses douleurs. Donc, à côté de ces complications, il y a aussi des localisations secondaires rares, telles que la spondylodicite, l'ostéite, l'abcès du foie, etc. Alors, quelles sont les différentes formes cliniques ? Nous avons les formes à début brutal qui sont surtout constatées chez l'enfant. Il y a les formes atténuées. Ici, les symptômes sont atténués par certains antibiotiques actifs qui ont été pris par le patient sans que le diagnostic ne soit posé, sans que le diagnostic de fièvre typhoïde ne soit posé. Il y a des formes qui sont notamment digestives, à type de diarrhée, vomissement seulement, surtout chez l'enfant. Et quand elles sont accompagnées de douleurs abdominales, elles peuvent simuler une appendicite. Il y a les formes respiratoires qui ne se manifestent que par une toux, et ça peut évoquer une bronchite. Il y a des formes neurologiques, des céphalées, un typhos, sans du tout de manifestation digestive. Et on a les formes qui sont purement hémorragiques. Vous êtes d'accord avec moi que dans ce genre de situation, le diagnostic est très compliqué, très difficile, et on se basera ici sur les notions épidémiologiques. À côté de la fièvre typhoïde, il y a les paratyphoïdes A et B, qui sont des maladies similaires à la fièvre typhoïde, mais qui sont beaucoup moins fréquentes, qui sont retrouvées surtout en Asie. Elles sont caractérisées par un inoculum requis, c'est-à-dire que l'inoculum bactérien doit être vraiment important pour que la maladie se développe. L'incubation est plus courte que celle de la fièvre typhoïde, et elles sont beaucoup moins graves. Donc, on retiendra qu'elles sont plus rares et elles sont vraiment moins graves. Qu'en est-il du diagnostic positif? D'abord, le diagnostic clinique. Alors, le diagnostic clinique, on pense à la fièvre typhoïde devant une fièvre inexpliquée, surtout celle qui dure au-delà d'une semaine. Après un certain temps, après une semaine, c'est la fièvre en plateau, la dissociation pouls-température, la sensibilité abdominale, la diarrhée, le typhos, les taches rosées lenticulaires. Donc, je vous invite à revoir la plaque qui concerne le diagnostic ou le chapitre clinique qui résume la symptomatologie essentielle de la fièvre typhoïde. Bien sûr, et avant de parler du diagnostic paraclinique, on se base également sur l'épidémiologie, sachant que c'est une maladie à transmission hydrique et qui est également contagieuse. Il faut rechercher dans l'entourage une notion de cas similaire, une notion d'épidémie, une notion de consommation d'eau suspecte, d'eau souillée ou d'aliments qui n'ont pas été lavés correctement ou qui ont été lavés, des aliments crus, qui ont été lavés donc par une eau contaminée. Le diagnostic paraclinique, certains sont des examens d'orientation. Alors, l'hémogramme dans la fièvre typhoïde montre une leuconeutropénie, parfois une thrombopénie. Chez l'hyperleucocytose, par contre, on peut retrouver chez l'enfant, on peut retrouver une hyperleucocytose et en cas de perforation digestive également. Donc, dans la fièvre typhoïde, c'est surtout la leuconeutropénie, mais lorsqu'il y a une hyperleucocytose, il s'agira soit d'un enfant, soit il faut craindre la perforation digestive. La VS, elle est normale ou peut accélérer, la réaction inflammatoire n'est pas très importante et on a une augmentation modérée de certaines enzymes, les ALAT et les LDH. Les examens de certitude
sont beaucoup plus contributifs. Il s'agira de la mise en évidence de la bactérie dans certains prélèvements, notamment dans le sang et dans les selles. Donc, les hémocultures, c'est l'examen capital. C'est l'examen capital pour le diagnostic de fièvre typhoïde, surtout lors de la première semaine, parce que c'est pendant la première semaine qu'il y a bactériémie, qu'il y a passage de bactéries dans le sang. Également, il faut réaliser ces hémocultures avant toute antibiothérapie, bien sûr. Deuxième examen, la coproculture. Elle est beaucoup moins intéressante que les hémocultures parce qu'elle n'est pas toujours positive, 30% seulement de positivité, et elle est tardive également. Donc, sa valeur diagnostique est faible, mais vous allez voir que la coproculture va trouver son indication dans la détection des porteurs chroniques dont je vous parlais tout à l'heure. Et on verra un peu comment faire à la fin du traitement, comment surveiller un patient sous traitement. Donc, c'est surtout les hémocultures concernant l'examen de certitude directe. Donc, il y a la sérologie également, qui consiste à mettre en évidence les anticorps spécifiques, les anticorps anti-O, anti-H, rappelez-vous, les antiflagellaires, les antisomatiques. Mais bon, on ne va pas trop en parler. Pourquoi? Parce que la sérologie, elle est sur le point d'être abandonnée parce que la sensibilité est faible, la spécificité également est faible. Donc, on ne va pas trop en parler, mais bon, on peut, dans certains cas, tomber tout de même sur une sérologie. C'est intéressant surtout de savoir que les anticorps anti-O apparaissent vers le 8e, 10e jour et disparaissent en 2-3 mois, alors que les anticorps anti-H apparaissent vers le 10e, 15e jour et persistent plusieurs années. Donc, seules les agglutinines anti-O, à un titre supérieur à 100, témoignent d'une infection récente. Ici, vous avez un schéma qui vous montre l'évolution, la cinétique des anticorps O et H au cours de la fièvre typhoïde. Mais encore une fois, je rappelle que pour le diagnostic positif de la fièvre typhoïde, ce sont surtout les hémocultures qui nous permettent de poser avec certitude le diagnostic. Et la sérologie, je vous dis, elle est sur le point d'être abandonnée parce qu'elle est peu spécifique, elle est peu sensible, et aussi parce que on peut avoir des sérologies faussement positives, parce qu'une salmonellose non typhique peut donner une sérologie positive, le paludisme, certaines infections encore, telles que la yersignose, les typhus, etc. Donc, pour le diagnostic positif, on retiendra surtout les hémocultures et la coproculture pour la détection des porteurs chroniques. Le diagnostic différentiel de la maladie, alors, se pose avec toutes les maladies qui sont caractérisées par une bactériémie, en fait. Donc, paludisme, les rickettsioses, telles que la fièvre boutonneuse méditerranéenne, la leptospirose, la méningite, l'encéphalite, l'endocardite, enfin, toutes les maladies pratiquement qui ont une composante bactériémique. Nous arrivons au chapitre thérapeutique. Alors, l'antibiothérapie va faire appel à des molécules qui doivent être à la fois actives in vitro sur les salmonelles et qui doivent également avoir une bonne diffusion lymphatique intracellulaire avec une bonne élimination biliaire sous forme active. Et pour être efficace, il est intéressant de donner le traitement par voie orale parce que voilà, l'antibiotique va suivre le même cheminement exactement des bactéries et donc l'action sera plus efficace. En revanche, dans les formes sévères ou dans les formes qui sont accompagnées de vomissements, il est clair que là, nous allons faire appel à la voie intraveineuse. Alors, les antibiotiques, bon, il y a des antibiotiques classiques que nous utilisons encore en Algérie et dans beaucoup de pays en voie de développement parce qu'ils sont encore efficaces. Il n'y a pas eu de résistance de ces bactéries à ces antibiotiques comme dans les pays développés où il y a eu donc émergence de salmonelles résistantes à ces antibiotiques. Ce sera les phénicolées, le cotrimoxazole, l'ampicilline, l'amoxicilline. Et puis, il y a à côté de ces antibiotiques classiques, de nouveaux antibiotiques utilisés dans la fièvre typhoïde, notamment la ceftriaxone, que vous connaissez maintenant, les fluoroquinolones, l'azithromycine.
La durée des antibiotiques classiques, c'est 15 jours, alors que les nouveaux antibiotiques permettent d'écourter la durée. Bon, le traitement, en tout cas curatif, ne fait pas partie des objectifs qui vous concernent. Donc, cette plaque, ce chapitre, est là uniquement pour que vous ayez une idée sur les antibiotiques utilisés dans la fièvre typhoïde. Les traitements associés, c'est les traitements symptomatiques. On fera appel aux corticoïdes quand les signes toxiniques sont majeurs, quand il y a par exemple des convulsions, un coma ou alors cardiaque, des complications cardiaques. On fera appel à la prednisone à raison de 1 mg kg jour. Ensuite, c'est en fonction des symptômes et des complications. S'il y a des hémorragies digestives, c'est les transfusions de sang. S'il y a une perforation, c'est la chirurgie. S'il y a une déshydratation, c'est la réhydratation. S'il y a une insuffisance rénale, c'est l'hémodialyse, etc. Donc, ce sera des traitements qui seront en fonction des symptômes que présente le patient. La surveillance du patient. À chaque fois qu'on va traiter un malade, on va le surveiller. Et la surveillance sera clinique, on va surveiller la température, la pression artérielle. Et là, c'est intéressant. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que la fièvre typhoïde est caractérisée par une dissociation pouls-température. Eh bien, sachez que toute accélération du pouls doit faire craindre une complication. Ça veut dire, si au départ, on avait une dissociation et qu'on a bien sûr posé le diagnostic de fièvre typhoïde, il faut surveiller ce pouls de façon régulière, continue, jusqu'à la guérison, parce que toute accélération fait craindre une complication. Il faut également ausculter le cœur, à la recherche des signes de myocardite ou de signes d'insuffisance, etc. Il faut observer les selles pour voir s'il n'y a pas de sang, examiner l'abdomen, d'accord ? Ça, c'est pour les complications, notamment chirurgicales. La surveillance biologique va porter sur l'hémogramme, on va surveiller l'anémie, on va surveiller les globules blancs, parce que dans la fièvre typhoïde, il y a une leuconeutropénie, s'il y a une hyperleucocytose, c'est qu'il y a un problème, il y a peut-être une perforation. Et après arrêt du traitement, voilà ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après arrêt du traitement, pour vérifier ou pour confirmer que mon patient est complètement guéri, je ne vais pas faire d'hémoculture, mais je vais faire 2 coprocultures à 48 heures d'intervalle sont recommandées pour affirmer l'absence d'un portage. Donc attention, je ne fais pas une seule coproculture. Je fais 2 coprocultures à 48 heures d'intervalle. Si elles sont toutes les 2 négatives, cela voudra dire qu'il n'y a pas de portage et donc que le patient est totalement guéri sans portage. En revanche, si l'une des 2 coprocultures ou les 2 sont encore positives, ça veut dire que le patient porte encore les bactéries. À ce moment-là, il va falloir prolonger le traitement et on peut aller parfois jusqu'à 1 mois de traitement pour éradiquer le foyer persistant. Il est important de parler de la prévention parce que les maladies à transmission hydrique et les maladies qui sont connues comme étant les maladies des mains sales peuvent être prévenues d'abord par une prévention collective. À chaque fois qu'il y aura un cas de fièvre typhoïde, il faut le déclarer, déclaration obligatoire. L'éducation sanitaire, l'hygiène des mains, ça c'est les précautions standards, complémentaires avec le malade. Il faut désinfecter le linge, la chambre après sa guérison. Et en restauration collective, il faut contrôler, chercher parmi les personnes qui travaillent en restauration, celles qui sont porteuses de Salmonella typhi, pour justement ne pas reproduire le schéma de Mary typhoïde qu'on a vu tout à l'heure. Et jusqu'à éradiquer. Donc s'ils sont porteurs, s'ils ne sont pas porteurs, tant mieux. Les personnes qui travaillent en restauration doivent être contrôlées de façon régulière et dès qu'il y a une personne chronique, il faut la traiter jusqu'à éradiquer totalement le portage pour qu'elle puisse à ce moment-là retrouver son métier. La prévention était également individuelle. Alors, en pays d'endémie, il faut s'abstenir de boire de l'eau non contrôlée. Il faut bien cuire, bien bouillir. Également, laver, éplucher les fruits par eux-mêmes. Est-ce qu'il y a une vaccination? Oui, il y a un vaccin constitué par l'antigène capsulaire VI. C'est un vaccin injectable, Tifim VI. Alors, il est indiqué dans quel cas? Donc, quand il y a une épidémie,
Quand il y a des populations qui sont spécialement exposées, les corps, donc les militaires, les constitués, les personnels de laboratoire, etc. Et il est également conseillé aux voyageurs qui vont dans des pays où l'hygiène est précaire et où la fièvre typhoïde est endémique de façon importante. Ce vaccin est indiqué chez les enfants âgés de plus de 2 ans, une dose initiale en intramusculaire, puis rappel tous les 3 ans. Alors, le problème des porteurs chroniques, on en a parlé, c'est entre 1 et 5%. Alors, porteurs chroniques, attention, il y a ce qu'on appelle la persistance, c'est-à-dire qu'après maladie, il y a des patients qui peuvent porter la bactérie jusqu'à 6 mois, puis ça part totalement. Il y a entre 1 et 5% des sujets qui restent porteurs de Salmonella typhi au-delà de 6 mois. Cela, bien sûr, peut être à l'origine d'épidémies. Il faut donc éradiquer, j'en ai parlé de toute façon tout à l'heure, et donc il faut une antibiothérapie prolongée d'au moins 4 semaines. Et il faut toujours contrôler par 2 coprocultures à 48 heures d'intervalle. Tant que vous n'avez pas chez le patient 2 coprocultures négatives à 48 heures d'intervalle, cela veut dire tout simplement que le patient, il faut le traiter. Si après 4 semaines il y a échec, il faut explorer du côté vésicule biliaire, faire une échographie, et s'il y a une lithiase, alors il faut réaliser une cholécystectomie parce que c'est le seul moyen à ce moment-là d'éradiquer le portage. Alors, est-ce que les objectifs ont été atteints puisqu'on vient de terminer le cours? Oui, on s'est défini la fièvre typhoïde. Oui. On sait identifier la situation épidémiologique en Algérie, oui. L'agent causal, on le connaît. Les modes de transmission, la physiopathologie, oui, je pense que oui. Également, le diagnostic de certitude, on a compris, ce sont surtout les hémocultures. On connaît les complications qui sont surtout endotoxiniques. Et également, on a vu également comment réussir à prévenir de manière individuelle et collective la maladie. Alors, il faut également savoir, ça c'est pour finir, que les catastrophes naturelles comme les sécheresses et les inondations peuvent accroître le risque d'épidémie de fièvre typhoïde. Pourquoi? Parce que la sécheresse va forcer la population à aller chercher les sources d'eau n'importe où, alors que les inondations vont entraîner une contamination, peuvent, si vous voulez, forcer les systèmes d'égout et entraîner une contamination des eaux, les réseaux donc de distribution des eaux par les eaux, par les réseaux d'égout. Il y a un risque dans les 2 cas. Et ce que l'on vit actuellement à cause de la sécheresse est un véritable problème puisque beaucoup de gens vont aller essayer de ramener de l'eau partout où ils peuvent, sans forcément contrôler la qualité. Donc, c'est un risque de maladie, non seulement la fièvre typhoïde, mais également paratyphoïde. Les inondations également risquent d'entraîner ce qu'on appelle le cross-connection, c'est-à-dire la contamination des eaux destinées à la consommation par les eaux d'égout. C'est un gros problème. Donc, la meilleure solution est de contrôler l'eau qu'on consomme, les aliments que l'on consomme, se laver régulièrement les mains pour justement éviter la maladie et réunir ainsi tous les éléments d'hygiène, de santé et de sécurité. Je vous remercie.